Acteur, mais également écrivain, il enchaîne les films, les téléfilms et les pièces de théâtre depuis près de 20 ans et ses personnages sont tout aussi différents d'une œuvre à une autre. Il est ici au Théâtre National de Nice à l'affiche de la pièce de Daniel Benoît, Le roman d'un trader. Salut Laurent Deutsch, merci de nous accueillir ici. Alors vous incarnez un jeune trader qui semble-t-il a joué un petit peu avec le feu dans cette pièce, racontez-nous. Oui, c'est un petit peu une version fantasmée par le truchement du théâtre, de l'affaire Kerviel. En gros, on a essayé de rentrer dans leurs neurones, de rentrer un petit peu dans leurs procédés, dans leur mécanisme de fonctionnement si opaque. Il y a 2 ans, et ça fait 2 ans que ça monopolise et que ça vraiment fait partie de la conversation des Français. Donc on a la curieuse sensation qu'on a un peu travaillé en même temps que les gens, quoi, à se faire une parfaite un peu idée et connaissance de ce que c'était que le trading. Et 2 ans après, la pièce est toujours aussi d'actualité et je pense permet toujours de décrypter ce qui nous tombe sur la tête jour après jour, mois après mois, à savoir des pays qui sont en train de complètement transformer la bourse en casino, la rendre déconnectée de l'économie, déconnectée du réel. Les chiffres ne correspondent plus à rien et tout ça c'est dû à des espèces de mecs complètement fous. Même c'est même plus des mecs, c'est des processeurs informatiques, c'est quasiment des programmes informatiques automatiques qui jouent pour eux et qui jouent contre nous. Alors qu'est-ce qui vous a motivé il y a 2 ans à rejoindre le casting de cette pièce ? C'était l'envie de m'attaquer à ce sujet-là, puisque donc, comme je l'ai dit, c'était vraiment au cœur de toutes les préoccupations. Et le texte de Jean-Louis Boer était vraiment suffisamment nourri, mais en même temps pas dans un côté documentaire, quoi. Je voulais pas faire une chronique d'un crack ordinaire. Je voulais que ça soit un peu que se surajoute une dimension vraiment d'histoire, de fantastique, quoi, de côté où on n'est pas dans le réel, on est dans un délire, dans un vrai récit, dans un roman. Et cette pièce-là coïncidait avec mes envies, mes attentes, et elle était à mi-chemin entre ce que je voulais vraiment, à savoir pas faire trop un documentaire et pas non plus être dans une espèce de fiction délirante qui n'a aucune emprise. Alors, vous l'avez dit, votre rôle s'inspire directement de Jérôme Kerviel. Est-ce que vous vous êtes inspiré de lui en regardant des JT, des extraits vidéo ? Non, parce que c'est quelqu'un de très effacé. Curieusement, c'est pas du tout quelqu'un qui est mon personnage. Le personnage est quelqu'un qui me fait penser. Je viens de jouer Puck dans Le songe d'une nuit d'été. Et il me fait penser à lui, c'est un petit diable, un démon qui se rend pas compte, qui vit un peu comme dans un jeu vidéo où les pires excès finalement ne sont pas dramatiques parce qu'au pire on recommence à zéro. Et donc on est vraiment loin de ce personnage-là. Il a inspiré la pièce parce qu'il a été considéré vraiment comme le mouton noir qu'il fallait expurger pour que tout aille bien. Aujourd'hui on voit bien que les libertés qu'il a, d'autres les ont encore à sa place aujourd'hui. Est-ce que vous avez changé quelque chose dans votre interprétation ou est-ce que Daniel a changé quelque chose dans la mise en scène ? Ouais, on a rajouté surtout au niveau de la pièce la dimension électorale aussi de ce qui se passe aujourd'hui en France, à savoir depuis maintenant 7-8 mois, on ne parle plus que des élections présidentielles. Donc évidemment, tout est bloqué, tout est figé, le pays n'avance plus parce qu'on veut savoir qui va dormir au château. Donc on a rajouté un peu ce côté-là, quoi. Encore une fois, on est dans un manège où qui va te tirer la queue du Mickey et qui va aller dans le bon sens au niveau de ses choix économiques. Ils se ressemblent, hein. Aujourd'hui, je ne crois pas que l'avenir soit dans les urnes, malheureusement. Je crois que l'avenir, hélas, parce que c'est quelque chose qui se maîtrisera peut-être pas, risque d'être dans la rue. Est-ce qu'on peut dire que cette pièce, en quelque sorte, peut essayer de faire avancer les choses, de changer les choses, de dénoncer certaines choses, ou pas ? J'aime pas tellement les missionnaires, les comédiens qui tout d'un coup se sentent investis par une mission presque politique ou éducative. Voilà. Nous, on raconte une histoire et on reste à notre place. On n'a pas à débattre. Une fois, il y a eu ça d'ailleurs, je trouve que ça avait été une erreur. Daniel avait proposé un débat avec des gens de la banque qui nous ont pris pour des guignols, et à juste titre, parce qu'on ne connaît pas leur métier, et puis c'est leur métier, et ils ont fait des études pour, et ils vont dans un sens, nous on va peut-être pas forcément dans le leur, mais eux ne font finalement que d'appliquer
des prérogatives qui leur sont proposées ou qui leur sont offertes. Donc finalement, ils ne sont pas non plus coupables que les autres. Si on les laisse agir ainsi, c'est ceux qui laissent agir qui sont responsables, ceux qui gouvernent. Donc nous, ça sert à rien de tout d'un coup dire voilà, c'est mal, le monde, l'économie est débridée, l'ultralibéralisme qui finalement détruit la sphère publique et le fait de vivre ensemble au profit des intérêts privés et de la loi du plus fort. C'est pas notre rôle que de le dénoncer. Nous, l'intérêt, c'est de raconter une histoire et à partir de cette histoire-là, à ceux qui la regardent, de tirer les enseignements qui s'imposent. Alors, on va changer de sujet, on va parler maintenant un peu plus de vous et s'éloigner donc de la pièce. On va pas revenir sur tous vos films, sinon il nous faudrait une après-midi entière, voire plus. Alors, moi juste, je pensais, on reproche souvent aux acteurs de se renfermer dans un rôle. Vous savez, on dit, par exemple, il va toujours jouer un rôle de méchant ou quelque chose comme ça. Vous, au contraire, on peut dire que vous êtes un peu un caméléon, vous passez d'un rôle à un autre assez facilement. On peut dire, par exemple, vous avez joué un footballeur hongrois, vous avez incarné Jean de La Fontaine, vous avez joué des jeunes de cité comme des intellectuels. Pourquoi ces changements de rôle? Est-ce que c'est vous qui choisissez vos rôles en fonction de ça? Bah, comme vous l'avez dit au début, moi ça fait 20 ans que je fais ce métier-là et donc j'ai grandi indépendamment de mes rôles et finalement mes rôles m'ont aussi construit, que ce soit dans la vie ou sur un plateau, on se nourrit des expériences qui nous tombent dessus et heureusement qu'on on va vers autre chose. Se laisser enfermer... Après, ça dépend pas de nous. Il y a des gens qui vous proposent des rôles. Souvent, ils ont envie de vous revoir dans quelque chose qui leur a plu. Ça se comprend, c'est légitime. À nous d'être un peu malins pour essayer de leur soumettre d'autres propositions. Moi, j'ai pas vraiment d'ancrage. Je sais pas où je m'ancre. Je suis quelqu'un qui a grandi dans un village et qui est venu habiter dans une cité à 15 ans pour ensuite gagner la ville à 20 ans. Et voilà, je crois que j'ai connu un peu tous les milieux sociaux, j'ai connu tous les environnements urbains qui constituent aujourd'hui la société. C'est peut-être ça qui fait que je me sens à l'aise partout, que je me sens chez moi, chez tout le monde. Justement, c'est un avantage, je pense, d'avoir connu voilà, tout ça. Bah ouais, c'est des expériences. Et comme on n'est pas comédien dans le vide, on est comédien grâce à nos... Il y a de l'intuition, compte évidemment, mais je crois que l'acquis et l'expérience fait le reste. Quels sont pour vous cette année, comment vous la voyez, vos projets, films, téléfilms, théâtre, écriture peut-être? Ouais, j'écris un livre en ce moment sur l'histoire de France à travers les axes de communication, donc ça me prend un peu tout mon temps. Et je suis aussi en train d'essayer de développer une idée autour de mon idole, de mon héros qui s'appelle Charette, et je suis en train de développer un projet sur lui, un scénario, voilà, en train d'essayer de réhabiliter quelqu'un qui a été perçu comme un traître à la République, mais qui je pense était finalement un personnage héroïque et flamboyant pour le pays. Et l'histoire de France à travers les outils de communication, c'est ça? Les axes. Les axes de communication, vous pouvez nous en dire un peu plus? Ça va être une espèce de prolongement du livre que j'ai écrit sur Paris qui racontait un siècle de notre histoire à travers un trajet de métro. Là, ça va être à peu près la même chose, un siècle de notre histoire, mais à travers une route, parce que le pays est né de la route en France, plus qu'ailleurs. C'est pas une histoire de peuplade, c'est pas une histoire de race, de sang, de population. On est le fruit d'un métissage depuis le début. Et ce qui nous a constitué comme Français, l'identité de la France, c'est une frontière, c'est un pays. C'est un pays qui a accepté, bon an, mal an, mais je pense plutôt avec bénéfice, toutes les influences étrangères à partir du moment où celles-ci se sont pliées à la géographie et au milieu. Et c'est quand la population n'a plus accepté sa géographie, n'a plus compris son ancrage dans sa géographie, que les problèmes se sont développés à partir du 19e et la révolution industrielle. Mais auparavant, la France est un incroyable métissage qui est venu à bout de toutes les couleurs, de toutes les différences, de toutes les religions, au nom d'une idée de la France qui était terriblement rurale et campagnarde et champêtre. Changement de sujet encore complètement. J'ai juste, pour finir, envie de vous parler un petit peu football. Et j'ai lu un truc dernièrement qui m'a fait un peu rire. Vous avez comparé l'équipe du PSG à Disneyland. Vous avez regardé le match hier? Non, j'ai pas regardé le match parce qu'on était en train de préparer la pièce. Mais oui, moi j'ai été supporter du PSG depuis que j'habite à Paris. Donc ma première carte d'abonnement doit dater de 1992. Et ça fait depuis 2 ou 3 ans qu'on nous a kidnappé le club.
pour le vendre, pour l'offrir sur un plateau d'argent à des gros investisseurs. Donc ça a commencé par casser les copes et les virages. Il y avait des excès et des dérives, donc il y avait évidemment des choses à faire, mais ils ont, plutôt que de faire une amputation, ils ont carrément trépané le club et privé le Paris Saint-Germain de ses géniteurs, à savoir ces 2 virages qui étaient Auteuil et Boulogne. Moi qui faisais partie du virage Auteuil, je me suis senti orphelin, donc ça m'a déjà un peu éloigné. Ensuite, il y a eu la volonté de quitter le Parc des Princes, qui est vraiment programmé, même si on dit que c'est provisoire. Donc ils vont quitter l'antre du Parc des Princes pour le Stade de France, pour des raisons évidemment spéculatives. Et la dernière goutte d'eau qui a fait un peu déborder le vase, outre le fait qu'on fasse venir Beckham pour vendre des maillots plus que pour jouer des matchs de foot, ça a été le fait de virer un entraîneur qui est premier du championnat. Et pour moi, c'est vraiment l'outrage suprême infligé à tous les compétiteurs d'un championnat qui a de la valeur, à tous ceux qui rêvent de le gagner, à tous ces supporters qui le regardent et pour qui le championnat de France, ça veut dire quelque chose. Voilà, on vire pas celui qui gagne, quoi. On fait pas perdre sa place à celui qui gagne. Donc ça prouve malheureusement, c'est la manifestation que ceux qui nous dirigent au PSG, enfin ceux qui dirigent le PSG, parce que franchement, je me sens plus faire partie de ce club, n'ont qu'un intérêt, c'est de gagner le gratin mondain de la Champions League et de nous imposer un super championnat européen indigeste où tous les ans on verra les mêmes matchs pour faire plaisir à la manne financière que vont représenter les supporters du monde entier, quoi. C'est clairement ça, ils veulent vendre des maillots. Donc ils veulent un Barça, ils veulent un Real, mais le PSG, ils ont 40 ans d'existence, donc ils n'ont pas l'âge du Real, ils ont pas c'est pas le Barça, c'est pas United, on doit faire nos gammes, on doit avancer. Mais Paris veut plus avancer, Paris veut plus gagner, Paris veut payer pour y être tout de suite. Voilà, donc j'aime pas la vitesse. En plus en France, on a toujours préféré David à Goliath, et je suis pas un empire dans un empire. Je me sens terriblement français. C'est vrai que tout est devenu une histoire d'argent et on en perd des valeurs. Non, mais je suis pas non plus un lapin de 3 semaines. Le foot, depuis 15 ans, depuis l'arrêt Bosman, c'est professionnel. Et on doit parler d'argent, il faut de l'argent. Et d'ailleurs, c'est grâce à l'argent qu'on fait venir des sublimes joueurs. Ça, il n'y a aucun... Malheureusement, il faut l'accepter. La loi de l'argent, c'est la loi du plus fort et c'est le nerf de la guerre. Mais ça se construit. Moi, j'adorerais que Paris ait un budget comme ils l'ont aujourd'hui, mais pas du jour au lendemain avec une petite fée clochette qui va nous dire, bah voilà, maintenant vous êtes des gros. Laissez-nous grandir, laissez-nous avoir la... Voilà, c'est comme si aujourd'hui on donnait les chaussures de Zidane à un enfant de 12 ans, quoi. Laissez-nous grandir. Ça se mérite les titres. Le championnat de France, on ne l'a pas gagné depuis 94. Ça serait déjà formidable de le gagner, ce championnat. Ça y est, on est premier, on vient entraîneur parce qu'on veut la Champions League. On prend Ancelotti, enfin voilà, je les trouve répugnants. Pour finir, on avait posé la question à Francis Huster et je vais vous la poser à vous aussi, toujours sur le foot. Un petit pronostic pour ce championnat de France de Ligue 1 ? Oh le PSG est en train de faire tout pour le gagner, enfin tout pour l'acheter. Mais j'aime bien Lille, je trouve que Lille va bien, j'aime bien Lyon. Et je trouve que ce sont de belles équipes. Donc je crois que si Marseille se fait pas bouffer par des petits problèmes internes, voilà, dans les 4 premiers auront cette tête-là, quoi, je pense. Donc, mais j'aimerais bien que Lyon... voilà, j'aime bien cette équipe. Ils ont les couleurs de Paris. C'est vrai. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir reçus et puis merde pour demain soir. Bah ouais, je prends.